Récemment, j'ai décidé de vendre mon aspirateur qui ne faisait qu'accumuler de la poussière. Savais-tu qu'en moyenne, un foyer normal produit environ 18 kg de poussière par an? Non, ce n'est pas une blague. C'est aussi lourd que 2 teckels ou 4 chats. Bon, ça suffit. L'un des mythes les plus connus concernant la poussière de la maison est qu'elle est composée principalement de tes propres cellules de peau. Tu te souviens de la chanson « All we are is dust in the wind » ? Tout ce que nous sommes, c'est de la poussière dans le vent ? Oui, c'est une chanson triste, mais en réalité, la poussière a une structure bien plus compliquée. Tu apportes de l'extérieur les 2/3 de toute la poussière de ta maison. Elle se trouve dans la terre, le sol et les moisissures qui collent à tes pieds. Elle se trouve dans le pollen, les spores, les polluants d'origine humaine et d'autres particules en suspension dans l'air qui s'accrochent à tes vêtements, tes cheveux, ta peau et tes sacs de course. Cela signifie donc que tu es un peu sale, hein ? Même si tu ne quittes jamais la maison, tu ouvres les fenêtres pour prendre de l'air. C'est à ce moment-là que la poussière entre le plus. S'il y a des arbres juste à côté de ta fenêtre, les plumes et les acariens des oiseaux viendront aussi faire encore plus de poussière. Le tiers restant de toute la poussière de ta maison vient des tapis, des fibres des vêtements, de tes animaux domestiques et même de ta nourriture. Des bouts de fibres et des miettes de nourriture de ton déjeuner contribuent en effet à la composition de la poussière. Il en va de même pour les tapis, les moquettes, les rideaux, les serviettes et les meubles rembourrés. Tes vêtements perdent des fibres qui se transforment également en poussière. Si tu utilises un assouplissant, cela empire les choses. Certes, il donne au tissu une odeur agréable et une douceur supplémentaire, mais tout cela devient de la poussière. Si tes animaux de compagnie sortent, ils reviennent avec des traces de pollen et des spores de moisissure dans leurs poils. Lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils laissent de la salive séchée dans différentes parties de la maison. Lorsqu'ils font leur toilette, la salive reste sur leur fourrure, puis tombe et se transforme en poussière. C'est surtout le cas chez les chats, donc si le propriétaire d'un chat visite ta maison, tu auras aussi cette nouvelle source de poussière. De plus, la salive séchée est la pire des sources d'allergie chez les animaux. Et oui, tu es aussi toi-même une source de poussière. Le pourcentage que tu ajoutes au mélange est minuscule, mais quand même. Tu perds beaucoup de peau chaque jour. Elle se renouvelle toutes les 4 à 5 semaines. Toute la peau morte qui se détache en une semaine pèse à peu près autant qu'une clé de voiture. La plupart de ces scames finissent heureusement dans les égouts lorsque tu prends une douche. Mais certains d'entre elles restent sur ton matelas et ton oreiller, ainsi que sur les meubles et les tapis. Lorsque tu entres en contact avec l'une de ces surfaces, les scams s'envolent dans leurs extraordinaires voyages à travers la pièce. Elles voyagent jusqu'à ce qu'elles s'installent sur une nouvelle surface ou reviennent d'où elles viennent. Tes cheveux participent également à la production de poussière. Lorsque tu les perds, les petites écailles se transforment en particules encore plus petites et finissent par se retrouver dans la poussière. Il ne s'agit pas seulement des cheveux de la tête, mais aussi des poils, des sourcils et des cils. Si tu es un fan des soins pour les cheveux et la peau, comme le gel et les sprays, sache qu'ils contribuent également à la production de poussière lorsqu'ils se dispersent en minuscules particules. Même le vernis à ongles qui s'écaille devient de la poussière. Toute cette peau que tu perds devient de la nourriture pour les acariens. Ce sont de minuscules créatures incolores qui font moins d'1/10 de la taille d'une fourmi. Ils ont 8 pattes et pas d'yeux, mais un odorat fantastique pour trouver de la nourriture et de bons endroits pour pondre des œufs. Ils se nourrissent de peaux d'animaux, de scams d'animaux domestiques et de certains champignons. Leur endroit préféré pour aller dîner dehors est ton lit. Il est chaud, sombre et un peu humide, juste ce dont ils ont besoin pour se reproduire. Plus ils mangent, plus ils grandissent vite. Lorsqu'ils grandissent, ils ont une coquille sur leur corps qui devient de la poussière lorsqu'ils muent. Lorsque le cycle de vie d'un acarien est terminé, son corps devient également de la poussière. La seule façon d'arrêter définitivement les acariens est de recouvrir ton lit d'une housse de matelas anti-acarien et de laver ton linge à l'eau chaude chaque semaine ou de le congeler. Mais cela ne t'aiderait qu'à te débarrasser d'une seule source de poussière. Même si tu nettoies et passes l'aspirateur dans toute la maison tous les jours et que tu contrôles chaque mouvement de ton animal, il y en aura toujours dans ta maison. Toi et ton animal de compagnie pourriez avoir des allergies, le nez qui coule, des démangeaisons, les yeux rouges, de la toux et des éternuements. La poussière peut également contenir des particules solides ou des gouttelettes liquides suffisamment petites pour pénétrer dans tes poumons ou même dans ton sang. Cela peut te causer des problèmes de santé plus graves qu'une allergie, et normalement cela arrive avec la poussière de type industriel, comme celle des moteurs diesel. Une pièce remplie d'électronique contient toujours plein de poussière. L'accumulation empire les choses, cela abîme les câbles et bloque les périphériques d'entrée. Les appareils surchauffent, le contact devient de plus en plus mauvais et les réparations coûtent de plus en plus cher. N'oublie pas qu'il y a aussi de la poussière extérieure. Elle provient de sources similaires, particules de sol, pollen, particules de pneus, insectes et autres. La poussière n'est pas la même partout dans le monde. Sa composition peut être aussi unique que ton empreinte digitale. Elle peut contenir du quartz, du charbon ou de la cendre volcanique dans des proportions variées. Si tu vis dans des régions côtières ou désertiques, le sable et le vent dégagent davantage de poussière. La poussière semble complètement inutile, alors pourquoi ne pas simplement mettre une couverture anti-acarienne sur toute la planète ou la congeler? Ou trouver un autre moyen de s'en débarrasser pour de bon?
Supposons que ce soit le cas. Toute la poussière du monde a disparu. Tu sors dans ton jardin pour célébrer ce jour et regarder le coucher de soleil. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, donc il doit faire beau. Pourtant, le ciel ne se teinte pas de ses habituelles couleurs roses, orange et violet. Les teintes semblent toutes fanées. C'est parce que la poussière dans l'atmosphère contribue à donner ces couleurs magnifiques au coucher et lever de soleil. Lorsque le soleil est proche de l'horizon, ces faisceaux se réfléchissent sur les particules de poussière présentes dans l'atmosphère. Cette dernière absorbe les nuances bleues et vertes, mais laisse passer l'orange et rouge. Sans elle, les couleurs sont beaucoup moins intenses. Tu allumes donc la télévision et tu vois des nouvelles sur les changements climatiques. Avant de disparaître, le désert du Sahara était la plus grande source de poussière au monde. Il transportait des centaines de millions de tonnes de poussière dans l'atmosphère. La poussière traversait l'océan Atlantique pour finir en Amérique du Sud dans des quantités tellement énormes qu'on pouvait même les voir depuis l'espace. Elle transportait du phosphore, du potassium, du calcium et du fer précieux sur les sols tropicaux de la forêt amazonienne. Sans toute cette poussière, l'Amazonie serait donc moins vivante. La poussière saharienne apportait également du fer à l'océan. Elle contribuait à la prolifération des algues marines et rendait l'océan plus riche. L'absence de poussière affecte le refroidissement du sol, la température de l'air et le niveau des précipitations. Lorsqu'elle pénètre dans l'air, la poussière emprisonne la chaleur en dessous d'elle, rendant la surface sous elle plus chaude. Les molécules d'eau forment des nuages autour de la poussière dans l'air. Lorsque les gouttelettes sont assez lourdes, elles tombent sur le sol sous forme de pluie. Ainsi, sans poussière, il n'y aurait pas autant de pluie. La vapeur d'eau ne pourrait pas non plus se condenser ou geler en brouillard. Londres et San Francisco devraient changer leur publicité car il n'y aurait plus de brouillard. Et il y aurait probablement plus d'ouragans. La couche de poussière travaille avec l'air sec du milieu de l'atmosphère et les empêche de se former. Cela a permis de sauver de nombreuses vies. La poussière participe également au maintien de l'équilibre radiatif de notre planète. Elle contribue à la diffusion et à l'absorption du rayonnement solaire et modifie les propriétés optiques des nuages. Les mammifères, notamment les chiens, les chats, les chevaux, les cochons et les oiseaux, deviendraient fous. Ils prennent des bains de poussière pour garder leur peau, leur fourrure et leurs plumes en bonne santé et se débarrasser des parasites ou les assécher. Certains mammifères utilisent également les bains de poussière pour laisser leurs phéromones et leurs odeurs sur le sol afin de marquer leur territoire. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de vie sur Terre sans la poussière. Certaines études affirment que la poussière participe au transfert de la vie entre les planètes. La poussière cosmique est composée de carbone, d'oxygène, de fer et d'autres atomes plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. C'est le matériau de construction des planètes et des hommes. Sans cela, les étoiles ne se formeraient pas non plus. Des courants de poussière cosmique se déplacent rapidement dans l'atmosphère terrestre. Là, ils se heurtent à des particules et leur donnent assez d'énergie pour sauter dans l'espace et probablement voyager vers d'autres planètes. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Ainsi, les collisions de poussière spatiale pourraient transporter la vie entre les planètes. Tout à coup, la poussière ne te fait plus peur. Bon, ok. Sauf pour cette table remplie de poussière et cette lampe. Et... enfin, laisse tomber. La gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km/s ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un œuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 km de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levy 9. La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchance ? Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de 2 ans pour y arriver. Tu y seras en... Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide, mais il y a une tache étrange à sa surface.
Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 terres. Cette tempête effraie tout le monde. Elle est 10 fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km/h. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux. Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain Jupiter était avalé par un aspirateur géant? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère ou ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon. Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 km s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Chicxulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où il venait. Chicxulub n'était pas un astéroïde, mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal, mais de glace, de poussière et de gaz gelé. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre, mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexel est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres, ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexel s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. 3 ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait 2 fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas à Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elles des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. 8 planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'1 million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile. Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète, nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre. Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus.
Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires. Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrés en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe, comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote. À cette époque, une autre planète de la taille de Mars, de nos jours, s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. À une vitesse de 14 000 km/h, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule, qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune, mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide, pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer. Combien vaudrait une pincée de sable selon toi? Attention, sans aucun élément d'or ou de platine mélangé dedans, juste de la poussière de Lune. Une vente aux enchères récente l'a vendue pour un demi-million de dollars, pour littéralement une pincée de ce qui se trouve sur la Lune. C'est que cette minuscule quantité de terre, apparemment précieuse, a été évaluée uniquement en fonction de son importance historique. Cette pincée de sable lunaire collant provenait d'une petite pochette recueillie par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11 en 1969. Il s'agissait d'un énorme morceau de l'histoire de l'humanité et d'un rappel physique du premier atterrissage de l'homme sur la Lune, un objet prélevé à un endroit où personne d'autre n'avait jamais pu aller. Cette vente d'un objet provenant de la Lune ouvre un tout nouveau débat sur la légalité de la possession, de l'utilisation et de la vente de ressources spatiales provenant de parties non revendiquées du système solaire. Actuellement, le monde respecte le traité sur l'espace extérieur de 1967 qui représente les fondements du droit spatial moderne. Ce traité, établi il y a très longtemps, n'avait pas prévu l'utilisation lucrative des mondes extérieurs pour exploiter les ressources. Bien que ce traité empêche quiconque de revendiquer la propriété de tout nouveau monde, la valeur potentielle de ces territoires non réclamés est inestimable. La Lune n'est pas seulement un tremplin pour l'exploration future de l'espace, à partir duquel des bases lunaires et éventuellement des villes lunaires se développeront un jour. Pour cela, les humains devront développer des plateformes d'expédition et des usines pour permettre aux transporteurs de se rendre dans de nouveaux mondes. Ce projet nécessitera de gros investissements. Les stations minières assureront l'économie d'une hypothétique ville lunaire, il y aura des infrastructures et des moyens de transport pour aller sur la Lune et en revenir. Tout cela coûtera très cher. Bien plus que le souvenir de la première fois où l'homme a marché sur la Lune. Alors, à part la poussière de Lune, qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur sur la Lune? Les ressources de la Lune ont de la valeur. Nous ne connaissons pas les chiffres exacts, mais on estime qu'on y trouve encore plus de choses que ce que l'on pensait dans le passé. On pense que le satellite naturel de la Terre est riche en fer, nickel et cobalt, parmi beaucoup d'autres. Ces minéraux fournissent le potentiel pour la construction de la cité lunaire elle-même. Comme dans l'histoire de l'humanité, les villes du monde entier sont le reflet des ressources disponibles en abondance dans leur environnement. Et il en sera de même pour la cité lunaire. Une ville grise dont les murs sont faits de métal, de poussière de fer et de béton de sable lunaire, avec de grandes fenêtres fabriquées à partir du sable, disponibles de manière illimitée. La Lune est aussi riche en silicium, un ingrédient important dans la production de panneaux solaires. Il existe du calcium qui sert à fabriquer les cellules solaires à base de silicium, ainsi que d'autres ingrédients que l'on peut trouver sur place, comme l'oxyde de titane, le fer et l'aluminium. L'océan de magma qui sommeille depuis longtemps sous la surface de la Lune contient du magnésium. Il est particulièrement présent dans la croûte inférieure et est utile à de nombreuses fins, notamment pour les alliages destinés aux voyages spatiaux.
La production d'acier nécessite de nombreuses sources de carbone d'une importance cruciale pour soutenir les méga-usines et les milliers de vaisseaux qui seront construits. De nombreux matériaux rares sur la Terre servent dans tout ce qui est électrique. Leur valeur ne cesse de croître et leur production est plus importante à mesure que la technologie progresse, notamment dans les véhicules électriques et les éoliennes. Bien que les terres rares soient abondantes sur notre planète, on ne les trouve pas concentrées dans beaucoup de zones. Elles sont dispersées sur toute la Terre, ce qui rend leur localisation et leur exploitation assez coûteuses, même si elles sont de plus en plus demandées chaque année. Le processus de recherche et d'exploitation minière sur la Lune est beaucoup plus facile et constituera une source alternative importante. L'azote et le carbone sont des éléments importants pour la colonisation et l'agriculture humaine et garantissent que la Lune soit non seulement habitable, mais aussi qu'elle dispose d'un approvisionnement constant en nourriture. Nous pouvons les obtenir dans la croûte externe de la Lune, de sorte que l'agriculture est possible dans des biosphères étanches. L'extraction des métaux est un processus difficile, mais le résultat en vaut la peine, non seulement pour leur valeur, mais aussi en raison des précieux sous-produits que l'on peut obtenir au cours du processus d'extraction. Il peut s'agir d'oxygène, disponible pour l'air respiré dans la ville, et d'hydrogène, pour garantir l'eau pour les plantes et pour la boisson. Les ressources précieuses ne viendront pas seulement de la surface de la Lune. Son potentiel d'énergie solaire est si énorme qu'il permettra de récolter les ondes solaires pour alimenter la cité lunaire. Le fait qu'elle soit dépourvue d'une atmosphère épaisse et qu'il n'y ait pas d'interruption des phénomènes météorologiques élimine certains obstacles majeurs présents sur Terre. L'énergie créée pourrait suffire à tous les besoins sur la Lune et à court terme pourrait également contribuer à résoudre de nombreux problèmes d'énergie sur Terre. L'extraction des ressources et les exigences de fabrication seront toujours plus importantes à mesure que le temps passera. Au fur et à mesure que la cité lunaire se développera et que les humains iront plus loin dans l'espace, elle aura besoin de plus en plus d'énergie. Le rendement des usines et la production sur la Lune deviendront si élaborés qu'ils auront besoin de sources alternatives en réserve. La fusion atomique sera une source d'énergie importante, sans sous-produits dangereux. Elle sera plus sûre que les technologies actuelles qui utilisent l'uranium. Pour alimenter ce type de fusion, il faut la ressource la plus précieuse de toutes celles que l'on trouve sur la Lune, l'hélium-3. Celui-ci n'est pas seulement présent sur la Lune, on le trouve aussi sur Terre, mais sa quantité est super limitée ici, en raison du puissant champ magnétique de notre planète. Ce dernier permet à la vie de se développer sur Terre, mais en même temps, il dévie les vents solaires du Soleil, ce qui rend difficile la production d'hélium-3. La Lune n'a pas de champ magnétique et absorbe les vents solaires depuis des milliards d'années, ce qui lui a permis de produire une réserve inépuisable d'hélium-3. Elle absorbe les vents dans la couche supérieure de matière solide de la Lune, connue sous le nom de régolithe. Le régolithe est réparti sur toute la Lune, ce qui rend l'extraction de l'hélium-3 encore plus précieuse. L'extraire impliquerait aussi d'extraire tous les autres minéraux précieux dans le processus. C'est en fait faire d'une pierre lunaire deux coups. La valeur de l'hélium-3 est si importante que de nombreux pays et entreprises sont déterminés à s'implanter sur la Lune. La valeur de ce seul élément se chiffre en billions de dollars. Certaines personnes pensent que les opportunités que l'hélium-3 offrira à l'humanité sont incommensurables. Il y aura une énergie illimitée qui fournira des millions d'emplois à la cité lunaire. Cette énergie répondra également aux besoins de la Terre. Seulement 25 tonnes d'hélium-3 pourraient alimenter les États-Unis pendant une année entière. Cette ressource permettra d'alimenter toute la Terre durant des milliers d'années et de disposer de suffisamment d'énergie pour guider les humains plus loin dans l'espace. Elle permettra de construire des ports spatiaux autour de la Terre et d'effectuer un voyage plus efficace de la Terre vers l'orbite. À partir de là, les personnes seront transférées dans des navettes destinées à d'autres endroits du système solaire. La durée des vols spatiaux sera considérablement réduite, ce qui permettra de réaliser des vols plus fréquents vers Mars. D'autres ports seront érigés autour de son orbite, permettant à de nouvelles colonies de résider à sa surface. Les colonies minières qui bénéficieront d'une énergie inépuisable s'étendront sur toute la planète rouge, dont le sol rouge recèle de précieuses ressources. Ce nouvel âge de la colonisation dans le système solaire provoquera un effet domino, car il continuera à aller de l'avant, progressant avec chaque génération de vaisseaux développés. Les voyages deviendront de plus en plus efficaces, car l'hélium-3 contribuera à faire progresser la technologie des vaisseaux spatiaux.
Des avant-postes de toutes sortes se développeront sur les lunes de Jupiter et de Saturne, que ce soit pour rechercher une éventuelle possibilité de vie sur Europe ou Encelade, un de ses satellites naturels, ou pour continuer la production de ressources précieuses à chaque endroit. La Lune continuera à trouver des moyens de fournir l'énergie nécessaire à la terraformation de nouveaux mondes. Elle contribuera au réchauffement de Mars et à l'alimentation d'un champ magnétique artificiel. Cela contribuera aussi à la construction d'un grand réflecteur qui sera capable de refroidir Vénus. Tous ces éléments serviront de base à la création d'autres lieux habitables pour les générations futures d'humains. Tout cela grâce à cette source initiale d'énergie provenant de la Lune. Il est difficile de donner un prix global à la Lune, même si l'on sait que l'exploitation de ces ressources a une valeur. La vraie valeur de la poussière de Lune ne peut pas être déterminée par un chiffre monétaire, mais par son potentiel d'influence sur ce que les humains peuvent créer à mesure que nous progresserons en tant qu'espèce. Le truc étrange au sujet de Formal-O b n'est pas son nom, mais le fait qu'elle n'existe pas. Elle a été photographiée pour la première fois en 2008 et a fait sensation. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une exoplanète massive, mais il s'est avéré que sa masse est faible et qu'elle est en train de tomber en morceaux de poussière en ce moment. Elle agit comme un nuage de poussière massif. Gliese 1214b est assez extraordinaire avec son environnement vaporeux. Attends, mais la vapeur est le résultat de l'évaporation de l'eau, n'est-ce pas? En fait, cette planète chaude est pleine de substances semblables à l'eau. Elle est définitivement plus chaude que notre planète avec ses 120 à 280 degrés Celsius. Il peut également s'agir d'une planète océan, mais on en sait encore très peu sur elle, car elle n'a été découverte qu'en 2009. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, nous te présentons Gliese 436b. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four brûlant. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète, et elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Mais Gliese semble être un endroit agréable avec un climat assez doux comparé à celui de Corot 7b, qui ressemble à un four. Sa température est supérieure à 2200 degrés Celsius. Associée à sa surface rocheuse, elle présente une sorte de paysage souterrain. Les roches au sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles se refroidissent et retombent finalement à la surface sous forme de pluie de soufre. Le plus triste dans l'histoire de Corot 7b est qu'elle aurait pu être une géante gazeuse dont l'atmosphère aurait fondu sous l'effet de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Corot 3b n'est ni aussi chaude que la précédente, ni aussi froide que de nombreuses autres planètes. C'est une géante gazeuse de taille similaire à Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus serait la mort ultime, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. TRES 2b est une planète où la nuit ne se termine jamais. Et il ne s'agit pas d'une nuit ordinaire où les étoiles brillent dans un ciel magnifique. Ici, il fait nuit noire et il fait une chaleur torride. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncé à cause de son air brûlant qui est aussi chaud que de la lave fraîche. On pourrait croire à tort que Saturne possède un environnement favorable à la Terre. Certaines couches de cette sphère gazeuse géante présentent en fait des conditions de température assez agréables. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche avec des molécules liquides à 0 degrés Celsius, ce qui ressemble à la Terre. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure et le reste de la planète est glacial. Donc, tu ne pourras jamais atterrir sur Saturne et être le même être humain que sur Terre. Mais tu peux y devenir une sorte de boule de neige ou un cristal de glace. Quant à Jupiter, tu as peut-être déjà deviné qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. C'est donc une autre sphère gazeuse sur laquelle on ne peut pas marcher. Mais c'est un peu différent de Saturne. On ne plongerait pas dans Jupiter, on y flotterait plutôt. Cette planète ressemble à un nuage géant, et si tu te posais dessus, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup ici, ça gèle à la surface. Contrairement à Saturne, plus tu plonges profond, plus cette sphère gazeuse devient brûlante. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas d'Osiris.
Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un creuset vivant où tout ce qui peut brûler brûle. Elle est également responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment fondue par la chaleur de son Soleil. WASP-76b est une autre planète étrangement dangereuse où il pleut. Non, pas des guêpes. Il fait si chaud là-bas, plus de 2370 degrés Celsius, que cela vaporise le fer et il pleut donc du fer. C'est une autre géante gazeuse, tout comme Jupiter. Son extrême proximité avec le Soleil divise la planète en deux. Une moitié a un jour sans fin, tandis que l'autre a une nuit éternelle. Voici WASP-12b, l'une des planètes les plus étranges et les plus tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la planète constituée principalement de gaz, résulte dans le fait que l'étoile dévore lentement son protégé. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf tendu vers son impitoyable Soleil, et incapable de faire quoi que ce soit de sa condition. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit vorace de l'étoile. Aucune liste des planètes les plus étranges ne pourrait se passer de Vénus, la jumelle maléfique de la Terre. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et pleine de nuages que sa surface est beaucoup plus chaude que celle de Mercure, bien qu'elle soit un peu plus éloignée du Soleil. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus. Sa gravité est presque 100 fois plus forte que la nôtre, et ces nuages dont j'ai parlé ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique, qui se condense et tombe en pluie sur le sol, ajoutant au brasier. Mais même si tu étais assez courageux ou fou pour essayer de traverser ces nuages, tu ne pourrais probablement pas le faire. Les vents qui soufflent là-haut sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Une autre planète froide et glacée est celle que je n'ose pas prononcer. Bien que l'étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures qui règnent là-bas descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui est à peine plus chaud que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle. Néanmoins, si elle possède un noyau rocheux, elle pourrait générer un peu de chaleur. Il est donc possible que sous la surface gelée, nous puissions construire un hôtel thermal pour les voyageurs de l'espace. La prochaine planète bien compliquée à prononcer est la seule exoplanète en orbite autour de son étoile, et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à la surface. Mais ces couleurs agréables proviennent en fait des particules de silicate dur présentes dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit près de 7 Mach. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit 20 fois moins. Ainsi, le verre tombant du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Voici un autre nom qu'on va juste laisser sur l'écran, merci. Cette planète magnétique, appelons-la SIMP, possède probablement les meilleures aurores de l'univers, laissant nos aurores boréales dans l'ombre. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à toute forme de vie à bien des égards. Elle est verrouillée de manière tidale à son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours vers l'autre côté. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 965 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, est différente d'une façon tout à fait horrible. 55 Cancri est si proche de son Soleil que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le Soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté, et entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une mince bande de néant lugubre.
Le système, dont je ne vais même pas tenter de prononcer le nom, compte 3 exoplanètes qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas une étoile ordinaire, c'est un pulsar, un noyau d'étoile explosé qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant plusieurs milliers de fois par seconde. En conséquence, les planètes en orbite autour de cette étoile défunte sont lentement rongées et finiront par disparaître complètement.